Bonjour Guy. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Bienvenue sur smartcities.tv. Alors au sommaire de ce deuxième magazine, Karine Donien-Soz, elle est vice-présidente innovation et nouvelles technologies et elle nous dévoile le Grand Lyon, version Smart Cities. En exclusivité, Jacques d'Angermont, c'est le fondateur président d'Esri. Il nous présente et nous parle des futurs du SIG. Également ERDF et La Poste, qui sont à la recherche de pérennité pour la gestion de leur parc automobile. Une question, quelle énergie demain? La réponse de Christian Gérondeau. Nicolas Mangon, directeur stratégie et marketing AEC d'Autodesk, qui nous explique la stratégie du groupe qui va du BIM au Smart Cities. Enfin, un petit plaisir pour conclure, une voiture 100% française et 100% électrique, la Furtive EGT. Allez, jingle! Au cœur de la région Rhône-Alpes, la communauté urbaine de Lyon regroupe 58 communes, 1,2 million d'habitants et s'étend sur 52 715 hectares. C'est ce qu'on appelle le Grand Lyon. Alors il est notamment en charge de la réflexion sur les projets de développement urbain qui en fait vont dessiner la géographie de l'agglomération de demain. Une réflexion qui conduit Karine Donien-Soz, vice-présidente en charge de l'innovation et des nouvelles technologies, à définir une stratégie en 3 points. La stratégie ville intelligente que nous mettons en place s'appuie sur 3 axes, on va dire, fondateurs. Il s'agit tout d'abord de l'innovation des réseaux, quels qu'ils soient. Nous parlons du transport, de l'énergie, mais également des réseaux télécoms. Nous étirons la notion jusqu'à la mise en réseau du territoire au travers du déploiement de tiers-lieux, par exemple, avec des fonctionnalités diverses, ou tout ce qui peut faire communauté au sein d'un territoire. Le deuxième axe est celui de l'innovation dans les services et les nouveaux usages, en s'appuyant très directement sur ces nouvelles interactions aujourd'hui qui permettent de mobiliser diverses contributions et faire appel, on va dire, à la créativité collective. Nous voyons aujourd'hui à quel point le citoyen lui-même peut produire pour la ville. Et enfin, nous souhaitons engager cette transition vers une nouvelle économie, un nouveau modèle de société, puisque nous pensons que les villes peuvent être les laboratoires de ces nouveaux modèles-là. Et là encore, il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs contributeurs dans cette démarche-là. Et notez dès à présent l'un des grands rendez-vous qui aura lieu à Lyon et dont la ville intelligente sera l'un des thèmes fédérateurs, c'est Bipositive du 19 au 22 février prochain. Voici une exclusivité sur smartcities.tv, notre rencontre aux États-Unis avec Jacques d'Angermont. C'est le fondateur et président d'Esri, le leader mondial des systèmes d'information géographique. Alors il est à noter d'ailleurs que Jacques d'Angermont n'accorde pas beaucoup d'interviews aux journalistes. Ça c'est une litote. Et dans l'extrait que nous vous proposons, il donne sa vision du cloud géographique. Users who buy our license our desktop have services that come with it from the cloud. And those services allow them to author on the desktop and create map services in the cloud that can be accessed by anyone through mobile devices or through browsers, or they can embed their maps inside of blogs or inside of websites or email their maps around. So this geospatial content management system, ArcGIS Online, is just part of their whole ecosystem. And yes, there'll be users who simply just use it, like enterprise mapping customers. In this new space, the cloud space, it's a wide open market, and it goes beyond the traditional geospatial-centric workflows of engineering and planning and management and forest management and water and urban and so on. It means that I can bring mapping into everything. So we are jointly releasing with Microsoft a wonderful new technology that puts maps in Office. So people that have Excel can put mapping inside their spreadsheets, or if they have SharePoint customers can use GIS and mapping across the enterprise. Et vous le verrez en suivant cette interview, tous les autres sujets sont abordés sans tabou, avec ce créateur qui compte parmi les plus influents des États-Unis. Alors Xavier, quoi de commun entre La Poste et ERDF? Eh bien tout simplement la gestion d'un parc automobile électrique parmi les plus importants du pays. Oui, et donc la volonté de trouver des solutions pérennes pour les générations futures de véhicules. Le problème du véhicule électrique, c'est que si on n'y prend pas garde, c'est un véhicule qui peut
tirer sur le réseau des puissances importantes. Donc c'est sur ce sujet que nous essayons de travailler. Et le projet InfiniDrive que vous avez évoqué, qui est un projet qui est monté avec des partenaires industriels de La Poste, avec des start-up du monde industriel que je peux citer, et des universitaires, cherchent à proposer à la fin de l'année 2013 un livre vert qui fera le pendant du livre vert qui a été proposé par Louis Nègre sur le parc public, et là il s'agit du parc d'entreprise, de façon à ce qu'on ait une réponse qui tient, je crois, beaucoup aux problématiques de normalisation. Il faut qu'on arrive à rendre ce qu'on appelle dans notre jargon interopérable, c'est-à-dire que n'importe quel type de véhicule puisse se charger sur n'importe quelle borne, n'importe où, de façon à ce qu'on développe le véhicule électrique et l'accès donc à la recharge notamment. Alors Guy, quelle transition énergétique pour demain? Xavier, voici la réponse de Christian Girondeau. Il est économiste et spécialiste des transports et de l'environnement. Alors pour faire une bonne transition énergétique, encore faut-il avoir les idées claires sur l'état actuel de notre énergie. Oui, alors il nous parle hydrocarbures, pétrole, gaz de schiste, charbon, nucléaire, mais également énergie renouvelable. À ce sujet, il y a des arguments tranchés. Écoutons-le. Dans nos pays, c'est complètement absurde. Ce qui n'empêche que les pays développés, l'Europe, les États-Unis, se sont lancés dans la production de biocarburants avec des rendements dérisoires. On n'est même pas sûr que le rendement ne soit pas négatif, parce qu'il faut quand même cultiver le maïs, le colza, la betterave, enfin tous ces produits qu'on veut transformer en biocarburants. L'exemple le plus caricatural étant celui du maïs aux États-Unis. Il faut savoir que la moitié de la production de maïs est transformée en éthanol grâce à des subventions extrêmement élevées du gouvernement américain, ce qui a accessoirement comme conséquence de faire monter le prix du maïs sur les marchés mondiaux, le prix des céréales, et qui sert à l'alimentation humaine et également bovine, mais qui fait donc monter le prix de la nourriture. Comme vous pouvez le noter, la transition énergétique a encore du chemin à faire. Ce sera long. Et le débat restera ouvert sur smartcities.tv. Du BIM au cloud, Autodesk se dirige vers les Smart Cities. Avec de nouveaux services assez révolutionnaires. Vous comprendrez en regardant cette vidéo comment le groupe américain passe du bâtiment à la ville. Et comment il aborde ce phénomène des Smart Cities. Et voici la réponse de Nicolas Mangon, le directeur stratégie et marketing AEC d'Autodesk, lorsque nous lui demandons comment il s'imbrique avec des acteurs comme Schneider ou IBM. C'est assez intéressant parce que donc on a eu cette approche où on a démarré, donc ça fait 10 ans à peu près, où au début c'était l'architecture, après l'ingénierie, maintenant on est dans la construction, etc., la fabrication. Donc on commence à regarder le cycle de vie et en ce moment on fait pas mal de recherche et de développement autour de la maintenance, l'opération et la maintenance de bâtiments. Et c'est là justement où il y a des acteurs comme Schneider, que vous avez noté, ou IBM, qui eux ont une approche, ils commencent à voir que BIM est partout et ils savent qu'ils doivent en faire partie. On vient d'annoncer donc à peu près mi-août un produit, une intégration entre nos outils BIM et justement les outils d'IBM pour gérer des patrimoines, pour gérer des bâtiments. Donc ça, on vient de l'annoncer, hein, c'est visible sur Autodesk Labs, donc là il y a juste quelques jours. Et de la même manière, donc on fait beaucoup de travail avec ces acteurs-là. Et Schneider aussi, donc Schneider, bon, bien sûr, pour eux, tout est à propos de l'énergie chez Schneider. Et donc on a commencé à regarder, à explorer des projets avec eux, notamment au niveau de la gestion énergétique des bâtiments et comment ça se répercute. Donc on commence à voir les industriels, que ce soit les gens qui fabriquent du verre, que ce soit les Saint-Gobain ou les Schneider et autres, qui sont très très intéressés par le BIM et ils savent qu'ils vont devoir faire partie de cette révolution. Enfin, petit plaisir pour conclure avec une voiture 100% française, 100% électrique, la Furtive EGT. Oui, surtout après le sujet sur la transition énergétique. Alors, la Furtive EGT d'Hexagon Motors est la première voiture française avec des chiffres à faire pâlir tous les fanats d'automobile. Plus de 350 km d'autonomie en utilisation mixte, 402 chevaux et une décélération de 1,2 G. Et le tout fabriqué bien sûr en France. Et voici la réponse de Luc Marchetti lorsque nous lui demandons quelle a été l'une des difficultés pour mettre au point un véhicule comme celui-ci.
tout bien dimensionner et avoir plusieurs modes de conduite, puisque le propre du moteur électrique, c'est d'avoir le couple maximum de façon instantanée. Donc j'appelle ça dans la vraie vie, mais c'est vrai qu'au quotidien, vous appuyez, vous avez la pleine puissance immédiate. Vous n'avez pas besoin de faire patiner un embrayage, vous n'avez pas besoin d'être au bon régime. Ça pousse vraiment très très fort et tout de suite. Donc pour nous, l'intérêt c'était d'avoir plusieurs modes de conduite pour que tout un chacun puisse conduire ce type de véhicule sans forcément avoir des notions de pilotage et sans se faire peur. Les performances de cette voiture, c'est 300 km d'autonomie, c'est ça? Alors un peu plus en parcours urbain, nous sommes à 360 et 310 en parcours mixte, ce qui la place largement avec autant d'énergie que ses concurrentes thermiques. Donc la seule contrainte aujourd'hui, c'est de passer 1 heure à faire le plein au lieu de passer 10 minutes. Mais d'un autre côté, on a un réservoir qui fait 10 ans de durée de vie. C'est ainsi que s'achève ce deuxième mag de smartcities.tv. Notez que comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Au revoir. À bientôt.